La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce jeudi 25 juillet 2024, dont voici les titres. La sécurité des constructions constitue une priorité absolue pour les autorités sénégalaises, selon le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens. C'est dans ce sens que El Malick Ndiaye a présidé un atelier sur le nouveau référentiel d'homologation des matériaux et produits de construction. Détention de 70 migrants sénégalais en Tunisie depuis près de 3 mois, selon un communiqué co-signé par le maire de Thiaroye-sur-Mer et le président de l'ONG Sans Frontières. Le président de Justice Sans Frontières au Sénégal, El Amat Ndiaye, joint au téléphone, dit craindre pour la sécurité de ces Sénégalais et interpelle les autorités. Vous aurez sa réaction dans ce 20h. 3 enfants retrouvés morts dans un véhicule en panne à Thiaroye-sur-Mer, une tragédie qui remet au goût du jour la question des voitures abandonnées. Les Sénégalais exhortent les autorités à prendre des mesures. Leur réaction dans cette édition. Et puis, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce sera demain, vendredi 26 juillet, en présence de 110 chefs d'État et de gouvernement du monde entier, notamment le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, déjà à Paris depuis hier, dans le cadre du sommet sport et développement durable. C'était là les titres, les développements, c'est tout de suite. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette édition que nous démarrons avec cette note de brève. Un accident mortel s'est produit ce jeudi vers 10h sur la RN2 au croisement de Ndouloumadji, un village situé dans la commune de Nabadji-Civol dans le département de Matam. Un minicar de 20 places en provenance du village de Gawol pour rallier Ourossogui est entré en collision avec un camion. Le bilan est lourd, 6 morts et 14 blessés. Les victimes ont été acheminées à la morgue et à l'hôpital de Ourossogui par des ambulances des postes de santé de Ogo. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, a présidé l'ouverture d'un atelier sur le nouveau référentiel d'homologation des matériaux et produits utilisés dans le domaine du BTP. Le ministre s'est prononcé sur la situation inquiétante des bâtiments ou édifices en état de délabrement au Sénégal. Nous l'écoutons au micro d'Abdoulaye Dieye. Je me réjouis de la tenue de cet atelier d'échange et de partage à l'intention des industriels, importateurs et maîtres d'ouvrage sur l'homologation des matériaux et produits utilisés dans le domaine du BTP. Notre rencontre aujourd'hui est un devoir. En effet, pour exercer sa mission d'organe de régulation en vue d'assainir le secteur des bâtiments et travaux publics, le LNR BTP est en train de mettre en place des outils et procédures permettant d'homologuer et de contrôler la conformité des matériaux et produits de construction importés ou fabriqués localement. C'est donc une réponse que propose l'État du Sénégal à travers le LNR BTP face aux nombreuses difficultés que rencontre le secteur. En outre, le LNR BTP contribue à matérialiser la vision du chef de l'État qui consiste à renforcer l'accès des citoyens aux infrastructures, ouvrages et logements de qualité et à des coûts compétitifs. C'est pourquoi, dès ma prise de fonction, j'ai demandé au directeur du LNR BTP d'accélérer le processus et d'organiser un atelier de partage afin de mieux s'approprier de cet outil important. Le fondement de cette contribution trouve sa justification dans l'absence ou le non-respect des normes minimales de construction, la mauvaise qualité des infrastructures routières, des bâtiments et des matériaux de construction dont les conséquences sont entre autres la multiplication des accidents de la route, l'effondrement quasi quotidien de bâtiments à usage d'habitation, l'espérance de vie éphémère des édifices publics,
la vulnérabilité des infrastructures et bâtiments face aux chocs naturels. Dans un communiqué paru ce mercredi, les concessionnaires ont décidé de suspendre d'aller vers l'arrêt des prestations de services qui était prévu ce jeudi, à les en croire, après la rencontre avec les autorités de la SONAGED. Des garanties allant dans le sens du règlement de leurs dettes de 2023 et des factures de 2024 leur ont été données. Écoutons à ce propos Boubacar Diallo, secrétaire général du collectif des concessionnaires du Sénégal, joint au téléphone par Mansour Diassé. Oui, on a été reçus par les autorités de la SONAGED, en l'occurrence M. Khalifa Babakar Sarr, le directeur général, et toute son équipe. Et nous avions eu vraiment des échanges à bâton rompu. Il faut reconnaître que le début était un peu tendu. Et après quelques échanges, on est revenu à de meilleurs sentiments des deux côtés. Et on a pu trouver un terrain d'entente. Parce que M. le directeur général nous a fait état des démarches qu'il a eu à faire avec son directeur administratif et financier, et effectivement les facilitations que lui ont faites son ministère de tutelle et l'accompagnement du ministère des Finances. Et des montants vont être dégagés dès la semaine prochaine, effectivement, pour soulager les concessionnaires, et nous allons continuer ensemble dérouler une feuille de route pour l'appurement total des dettes. Et sur ce, même une rencontre est prévue une rencontre tripartite entre SONAGED, collectif des concessionnaires, et monsieur le directeur général du budget, monsieur Maguetnia, pour trouver effectivement les voies et moyens pour appuyer carrément la dette de 2023 et de 2024. Sur ce, nous avons décidé effectivement de continuer à accompagner le secteur pour qu'on puisse vraiment aligner nos positions. 70 migrants sénégalais sont retenus en Tunisie selon la mairie de Thiaroye-sur-Mer et Horizon sans frontières. À ce stade, le comité sénégalais des droits de l'homme n'a reçu aucune information précise sur les circonstances de leur détention ni sur leurs conditions actuelles, précise le CSDH dans un communiqué. Le président du mouvement Justice sans frontières au Sénégal, Elamad Ndiaye, craint pour la sécurité de ces Sénégalais qui interpellent l'État du Sénégal car selon le consultant en droit, ces migrants pourraient être détenus par des groupes armés. Nous l'écoutons au téléphone de Ndele Ndiaye. De regrets, beaucoup de tristesse, nos compatriotes sénégalais qui étaient partis pour les raisons de migration. Ils ont été arrêtés et détenus par une bande armée non encore identifiée en Tunisie. Ils sont au nombre de 70 d'après les informations que nous avons recueillies ça et là. Bon, sur ce point, jusqu'à présent, il n'y a pas un communiqué officiel qui nous renseigne sur leurs conditions de détention, que les conditions de respect de leurs droits sont respectées, les conditions d'hébergement, les soins qu'ils ont besoin, parce que normalement, les ravisseurs, ces gens-là, puisque ce n'est pas la police ou les militaires de la Républicaine qui ont arrêté ces derniers-là, ils peuvent être normalement entre les mains de certains ravisseurs, qui en contrepartie, nous savons leur mettre toujours, ils demandent des rançons. Mais ce qui nous préoccupe pour le moment, c'est deux choses. D'abord, leur état de santé, leurs conditions de vie, est-ce qu'ils ne sont pas en danger? Deuxièmement, est-ce que l'État du Sénégal, par le biais de son ministre de la Justice et aussi le responsable du comité sénégalais des droits de l'homme, est-ce qu'ils sont en contact avec ces autorités tunisiennes-là pour voir des informations ou les solutions idoines qu'on doit y apporter. En tout cas, nous déplorons cette situation et nous demandons à l'État du Sénégal de faire tout ce qui est à son possible, vraiment pour garantir la sécurité de ces personnes qui sont détenues entre des mains de cette bande armée et de les faire retourner immédiatement dans leur pays d'accueil ou leur pays natal qui est le Sénégal. Et nous leur souhaitons qu'ils soient tous, les 70, sains et saufs et devenir rentrer tous chez eux tranquillement auprès de leur famille. En tout cas, nous exerçons l'État du Sénégal, nous encourageons et nous sommes à côté de l'État du Sénégal vraiment pour que cette affaire-là trouve une solution très rapide. Malgré les difficultés que vive la société Sen'Eau, les travailleurs disent être plus déterminés que jamais pour soutenir l'entreprise. Il s'agit du cadre unitaire du syndicat de la Sen'Eau. Ils l'ont fait savoir ce mercredi face à la presse. Par ailleurs, ils invitent les autorités, surtout le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, à continuer de faire confiance à la Sen'Eau
nous écoutons le secrétaire général du SUTES, il s'appelle Amadou Dia. En tant que syndicat, nous tenons à préciser que notre priorité n'est pas de soutenir un fermier ou un autre. Que ce soit l'ancien fermier ou l'actuel, notre objectif principal est l'amélioration des conditions de travail des employés. À cet égard, nous avons constaté des améliorations notables depuis l'arrivée du nouveau fermier. Nous, syndicalistes de CNO, sommes déterminés à nous unir pour faire face aux détracteurs de notre chère entreprise. Nous lançons un appel au régime actuel. Ne cédez pas aux pressions des manipulateurs et détracteurs. Nous avons appris que l'ancien fermier a déjà déposé une offre spontanée pour revenir aux affaires. Les travailleurs de la CNO font aujourd'hui focus sur leur mission qui est de produire et de donner de l'eau aux populations en qualité et en quantité. Sachez que nous, les travailleurs et syndicalistes majoritaires de l'entreprise, nous nous opposerons fermement à toute manigance visant à sacrifier le personnel. Car il est évident qu'avec la SDE et ses complices, le développement du secteur de l'eau serait compromis pour de longues années. Le nouveau directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique 3FPT a démarré ce mercredi par Thiès sa tournée nationale pour présenter aux acteurs de la région les nouvelles orientations de la structure qu'elle dirige. Ces nouvelles orientations concernent le capital humain et la qualité de vie, a expliqué Babou Amadouba. Il est au micro de Ali Mangassa. Donc nous sommes heureux d'être là ce mardi pour présenter au Thiessois nos nouvelles orientations. Tout simplement, le 24 mars 2024, les Sénégalais ont voté à majorité pour le projet de transformation systémique d'un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique en progrès. Et les orientations du 3FPT s'inscrivent dans l'axe 3, capital humain et qualité de vie. Maintenant, c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour présenter ces nouvelles orientations selon 3 approches. Approche territoriale, approche systémique et approche par rapport à notre modèle de développement économique. Je vais commencer par la première approche. Approche territoriale dans la mesure où l'offre doit s'adapter à la demande. Nous sommes venus pour écouter les acteurs et quels sont les besoins de formation qui ont été identifiés. D'ailleurs, monsieur le gouverneur en a déjà parlé. On a pris bonne note et nous allons revenir sur ça. Maintenant, la deuxième approche est l'approche systémique. Dans la mesure où, le 5 avril 2024, le nouveau gouvernement a présenté 5 priorités. Et la première portée sur jeunesse, emploi, entrepreneuriat, emploi des jeunes et des femmes. Et à ce niveau, on sait tous que lorsque un problème est structurel, tel que le problème de chômage, pour trouver la solution doit être systémique dans la mesure où nous devons tous travailler ensemble. C'est cette approche que nous sommes venus présenter en disant tout d'abord le lead sera pris par 3FPT par rapport à tout ce qui est formation et apprentissage. Une fois le jeune formé, il y a 2 options qui s'offrent à lui. D'abord par rapport à l'auto-emploi. Et là, le parcours, ça sera entre 3FPT et DER pour le financement des projets. La direction de l'équité et de l'égalité genre en partenariat avec l'association des professionnels de l'information sensibles au genre ont organisé un atelier de renforcement de capacité ce jeudi 25 juillet 2024 dans un hôtel de la place. L'objectif de cette rencontre était d'outiller les journalistes sur l'utilisation des statistiques de genre dans le cadre de leur travail. Écoutons à ce propos Astou Diouf Gay et Mahmoud Diouf au micro de Ndelendiaï et de Boubacar Diagne. L'objectif de notre session de formation est double. Il vise d'une part à vous fournir des outils et des connaissances nécessaires pour interpréter et utiliser les statistiques de genre de manière précise et efficace. D'autre part, de vous sensibiliser sur l'importance du concept genre, ses contours, mais aussi le traitement des articles d'actualité et activités médiatiques en se basant sur des faits probants. Nous sommes convaincus que les statistiques de genre ne sont pas simplement des chiffres. Elles sont le reflet de la réalité vécue par les femmes et les hommes dans notre société. Elles révèlent des inégalités ou disparités souvent invisibles et nous permettent de mesurer les progrès réalisés ainsi que les défis qui restent à relever. En tant que professionnel des médias, ou de l'information tout court, vous avez la responsabilité de rendre ces chiffres accessibles et compréhensibles au grand public tels que déclinés dans les objectifs du projet. Votre rôle est décisif. Vous êtes
les gardiens de l'information et les narrateurs de notre temps pour apporter les changements capables de promouvoir l'équité et l'égalité, socle de la justice. Très souvent, les données existent, mais peut-être il y a un problème de communication ou d'orientation vers la bonne source. Et je pense qu'ici au Sénégal, quand on parle de données, je pense que la porte d'entrée principale, c'est l'ANSD, qui a le mandat de produire des statistiques officielles. Très souvent, l'ANSD peut sortir des rapports standards, mais il y a des besoins spécifiques sur lesquels vous ne pouvez pas les retrouver sur les rapports. Maintenant, là, à ce niveau, peut-être l'ANSD peut renforcer sa communication pour voir comment les utilisateurs tels que la presse ou d'autres peuvent avoir accès à ce type d'informations qui ne se retrouvent pas forcément sur les rapports. À travers maintenant des requêtes spécifiques, je pense que l'ANSD peut vous accompagner en répondant à ces requêtes-là. L'UNESCO a retiré de la liste du patrimoine en péril ce mercredi 24 juillet le plus grand parc naturel du Sénégal, le Niokolo-Koba, après les efforts encourageants des autorités dans la conservation de cette réserve mondiale de biosphère qui était confrontée à plusieurs menaces. Les détails dans ce récit signé Mama Wassal. Le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO réuni à New Delhi, en Inde, a décidé mercredi de retirer le parc national du Niokolo-Koba du Sénégal de la liste du patrimoine mondial en péril au regard des efforts encourageants déployés par le pays africain et de l'amélioration de l'état de conservation de ce site naturel. Inscrit en 1981 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa biodiversité unique et ses écosystèmes exceptionnels, le parc du Niokolo-Koba a été confronté ces dernières années à une série de menaces. Les forêts, galeries et les savanes du Niokolo-Koba abritent une faune d'une grande richesse. L'élan de Derby, la plus grande des antilopes, des chimpanzés, des lions, des léopards, une importante population d'éléphants et de très nombreux oiseaux, reptiles et amphibies. La diminution de la faune, le braconnage, l'exploitation du basalte ainsi que d'autres activités humaines ont menacé sa valeur universelle exceptionnelle et conduit le comité du patrimoine mondial à l'inscrire sur la liste du patrimoine mondial en péril en 2007. Cette liste vise à informer des menaces pesant sur les valeurs mêmes qui ont permis l'inscription du bien sur la liste du patrimoine mondial et à mobiliser la note internationale sur sa préservation. Elle ouvre droit à un appui technique et financier renforcé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. L'inscription du parc a permis au Sénégal de définir et de mettre en œuvre un plan d'action ambitieux avec le soutien de l'UNESCO et de la communauté internationale qui s'est traduit au cours des 7 dernières années par une amélioration notable de l'état de conservation du bien. Le suivi des espèces emblématiques a été considérablement renforcé et des moyens considérables ont été alloués à la surveillance du bien pour lutter contre le braconnage et l'orpaillage illégal ainsi que pour mieux organiser la transhumance du bétail. Un dispositif de contrôle de la pollution minière a également été mis en place avec l'installation d'équipements d'analyse de l'eau et des sols. Enfin, un travail a été conduit pour mieux lutter contre l'espèce invasive Mimosa pigra. Selon les résultats obtenus par le Sénégal et son engagement formel de repenser le développement de l'exploitation du bien, selon les résultats obtenus par le Sénégal et son engagement formel de repenser le développement et l'exploitation du bien, le comité du patrimoine mondial a pris la décision de retirer le parc national du Niokolo-Koba de la liste du patrimoine mondial en péril, tout en appelant l'État partie à poursuivre ses efforts dans les prochaines années. L'exécution des travaux de la station d'épuration de Mbao dans le cadre du projet de dépollution de la baie de Han est estimée à plus de 50%, a annoncé le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, Dr Cherdien. Il effectuait ce mercredi une visite de chantier à Mbao où les ouvrages du projet de dépollution de la baie de Han sont en cours de construction. Écoutons ces propos au micro de Mansour Diassé. La visite aujourd'hui témoigne de l'intérêt que j'apporte pour sa finalisation rapide dans les délais, donc décembre 2025, qui sont actuellement
sur lesquels actuellement nous sommes en train de travailler. Alors, le taux d'avancement est variable en fonction des lots. Donc sur le lot de la steppe que nous avons visité tout à l'heure, nous sommes à un niveau d'avancement de 56%, ce qui est déjà un niveau très très satisfaisant par rapport aux échéances fixées. Et donc au niveau de la station de pompage, ici nous sommes à un niveau d'avancement de 20% des travaux. Donc c'est pourquoi nous avons discuté avec l'entrepreneur pour encore mettre les bouchées doubles et permettre que nous puissions au moins au niveau de ce lot avoir une amenée d'eau qui permettra d'approvisionner la station en attendant que les autres lots, en particulier le lot concernant l'assainissement du port autonome de Dakar, qui est aussi partie intégrante de ce projet, puisse être terminé et permettre la pleine capacité de la station d'épuration. Découverte macabre à Thiaroye-sur-Mer, 3 enfants ont été retrouvés inertes dans une voiture stationnée. Un drame qui a ramené au goût du jour la lancinante question des voitures souvent abandonnées sur la voie publique. Pour les Sénégalais rencontrés, l'État devrait prendre à bras le corps ce problème pour éviter que des événements tragiques arrivent à nouveau. Le reportage est signé Wassal. Des enfants trouvés morts dans une voiture en panne laissée sur la voie publique fait souvent les choux gras de la presse. Une récurrence qui inquiète plus d'un. D'ailleurs, le dernier en date reste le drame qui s'est produit à Thiaroye-sur-Mer où 3 enfants d'une même famille ont trouvé la mort dans ces circonstances. Pour éviter pareille chose, les autorités étatiques doivent dégager l'épave des véhicules en panne dans les quartiers pour désencombrer le capital et éviter pareil drame. C'est une question d'actualité. Depuis pas mal de temps, les mairies, que cela puisse être les mairies de la ville ou bien les mairies communales, font des opérations de désencombrement ou bien de déguerpissement pour diminuer en fait ces genres de mots ou bien de choses qui font mal surtout aux enfants. Ce jeune homme interpelle les parents pour qu'ils soient plus responsables et accordent plus de temps à leurs enfants. On appelle vraiment aux parents de mieux surveiller leurs enfants parce que maintenant le pays a changé. Ce n'est plus le pays d'ici à 30 ans, 40 ans. Le Sénégal, il a changé. Et aussi, l'État doit sévir. On ne doit pas laisser n'importe quelle personne garer là où il veut. Selon notre interlocuteur, des parkings doivent être construits dans certains quartiers et veiller à ce que les personnes qui possèdent des véhicules puissent y stationner. Je pense que les autorités locaux qui se trouvent pour la plupart dans les localités, ils doivent y faire quelque chose parce que ce n'est pas évident que des voitures soient stationnées, garées à un moment donné. 6 mois, une année, c'est pas évident du tout, c'est pas évident. International, un tribunal ougandais a inculpé au moins 42 manifestants pour des infractions prétendument commises lors d'une manifestation anticorruption interdite mardi et les a placés en détention provisoire. Les accusations énumérées diverses infractions, notamment le fait d'être oisif et désordonné et d'être d'une nuisance publique selon l'acte d'accusation produit au tribunal. Ils ont plaidé non coupables et ont été sommés de revenir devant le tribunal et différentes dates entre le 30 juillet et 6 août. L'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch, basée à New York, a déclaré que ces manifestations démontraient le manque de respect du gouvernement du président Yoweri Museveni pour les droits des citoyens à manifester et à s'exprimer.
Aux États-Unis, Joe Biden, qui a annoncé la semaine dernière renoncer à briguer un second mandat, doit tenter de faire davantage pression sur Benjamin Netanyahou dans l'espoir d'arriver à un accord de cessez-le-feu dans la guerre à Gaza, déclenchée par une attaque du Hamas en Israël le 7 octobre. Reste à savoir si le Premier ministre israélien, dont les relations avec le président démocrate américain sont notoirement compliquées, y sera réceptif, d'autant plus que Joe Biden quittera la Maison-Blanche dans quelques mois. Ce 24 juillet, un haut responsable de l'administration américaine a affirmé que le président allait essayer de combler quelques lacunes finales lorsqu'il recevra Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Les négociations en vue d'un accord de cessez-le-feu à Gaza et de libération d'otages sont en voie de conclusion si l'on en croit à des sources autorisées. Toujours à l'international, sport JO Paris 2024. À Paris, donc, les Jeux Olympiques ont débuté ce 24 juillet 2024 en attendant la cérémonie d'ouverture prévue demain, vendredi 26 juillet. Un rendez-vous très attendu auquel assisteront 110 chefs d'État et de gouvernement du monde entier. Parmi eux, de nombreux Africains. Plusieurs sont déjà arrivés, car certains devaient participer ce jeudi après-midi dans un premier événement organisé au Carrousel du Louvre, le sommet Sport pour le développement durable. 10 chefs d'État du continent africain doivent y prendre part, comme le Mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani, le président en exercice de l'Union africaine, ou le Rwandais Paul Kagame. Ce sommet a été clôturé par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, alors que Dakar accueillera en 2026 les Jeux Olympiques de la jeunesse. C'est ce qui met un terme à cette édition du jeudi. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de GTV. L'information reviendra demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir.